C'est bon, c'est parti. Hein. C'est parti. On va commencer, s'il vous plaît. Je vous propose de vous installer et peut-être de vous recentrer éventuellement pour entendre. S'il vous plaît, pouvez-vous gagner vos places? On va faire la table ronde suivante. Merci. Il ne faut pas prendre trop de retard sur le déjeuner. Ouais. Ça, c'est un argument décisif. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette session consacrée à la sécurité des noms de domaine, état des menaces et bonnes pratiques. Merci d'être restés parmi nous. Alors, aujourd'hui, vous avez tous évidemment à l'esprit que le nom de domaine n'est pas seulement une ressource technique, c'est devenu un actif stratégique pour tous les opérateurs économiques, institutionnels, entreprises. Ce ne sont pas que des étiquettes d'identification sur le web, ils sont devenus des actifs critiques, alors non seulement pour assurer l'identité numérique, pour assurer la disponibilité des services, mais également la confiance des utilisateurs, c'est-à-dire vous et moi en tant que consommateurs. Alors, comme tout actif critique, ils sont vulnérables et ils constituent une surface d'attaque très intéressante. Et pourtant, on constate que dans la hiérarchie des priorités des entreprises, notamment en cybersécurité, la gestion sécurisée du DNS, du registrar ou du portefeuille de nom de domaine sont trop souvent encore traités comme une tâche commune d'infrastructure, alors que ça devrait être traité comme un enjeu de sécurité stratégique. Évidemment, on entend quotidiennement dans la presse, dans les médias, les attaques dont font l'objet les entreprises ou les institutions. C'est de cela aussi que l'on va parler aujourd'hui. Alors, les attaques qui ciblent les noms de domaine aujourd'hui, on peut les citer, on y reviendra tout à l'heure. La compromission des comptes de registrar, le DNS hijacking, le cache poisoning. La précédente table ronde a traité du sujet simplement des détournements de noms de domaine. Le sujet de notre table ronde, c'est d'aller vraiment en profondeur sur cette thématique et pas seulement de dire qu'un domaineur ou un cybersquatter a enregistré un nom de domaine qui ressemble à une marque. Là, on est à la surface, on est dans l'écume, on va dire, de la problématique. Nous, on va creuser profondément dans cette problématique. Donc les DNS mal configurés, les abus d'email, on y reviendra tout à l'heure aussi, le subdomain takeover et le shadow IT, notamment avec les domaines expirés ou orphelins. Donc les conséquences, elles peuvent être extrêmement sévères. Le déni de service, on va en parler dans quelques instants, le vol de données, la perte de réputation pour des acteurs qui sont de plus en plus implantés dans l'environnement numérique, et cet environnement numérique devient vital pour un grand nombre d'entreprises et d'institutions. Les services sont de plus en plus dématérialisés. Donc l'objectif que nous nous sommes assignés ce matin devant vous, c'est de faire un état des lieux clair, le plus possible complet et compréhensible de la situation et des menaces actuelles, mais également de partager un ensemble de bonnes pratiques, de recommandations, d'opinions parfois partagées et de, je dirais, peut-être même de différences de vues que vont vous partager nos panélistes. Alors, devant vous ce matin, on a la chance d'avoir un panel d'extrême qualité. Tout d'abord, Stéphane Bortsmeyer de l'AFNIC, qu'on peut qualifier de pionnier de l'Internet, tout le monde le connaît, particulièrement intéressé à la sécurité des échanges numériques. Il est l'auteur de plusieurs RFC, donc tu disais tout à l'heure que personne n'en a rien à faire, mais elles sont quand même fondamentales au fonctionnement de notre Internet. Stéphane travaille à l'AFNIC. Ensuite, Sven-Holger Waldnitz de Socomi, qui est également un pionnier de l'Internet, qui a une connaissance très pointue du DNS et de sa sécurisation, qui nous livrera son opinion sur les bonnes pratiques de sécurisation du DNS pour assurer la sécurité des domaines. Gaël Mansec du cabinet de conseil à propriété industrielle Germain Moreau. Alors pour ceux qui fréquentent les réseaux sociaux, vous savez que Gaël est un acteur majeur qui suit l'actualité du digital et des noms de domaine. Il est très présent sur Twitter, enfin ex-Twitter devenu X, sur LinkedIn pour nous partager des informations passionnantes sur les différentes atteintes, les bonnes pratiques, les décisions politiques qui sont faites au niveau de la gouvernance Internet. Et puis enfin Jean-François Poussard, associé cofondateur d'une société française qui s'appelle Solid Names, avec laquelle d'ailleurs j'ai le plaisir de travailler depuis de nombreuses années,
qui fournit un certain nombre de services précieux pour les titulaires de droits, notamment de surveillance, de gestion et de défense des droits de propriété intellectuelle sur Internet. Voilà. J'ai la modeste... j'ai l'immense tâche de donner la parole à ces brillants orateurs. Pour ma part, Alexandre Nappé, je suis avocat, donc théoriquement la technique c'est pas mon truc, mais je suis là pour écouter comme vous. Et donc je suis cofondateur et associé du cabinet Scan Avocat qui fait notamment beaucoup de propriété intellectuelle, de numérique et de nom de domaine. Voilà, la parole à Stéphane. Ta vision de cette sécurité des noms de domaine au travers de ton expérience et de tes activités au sein de la FNIC et ailleurs d'ailleurs. Bonjour, alors la sécurité informatique, vous savez, c'est un sujet extrêmement vaste qu'on n'arrivera pas à épuiser complètement, sauf à sacrifier le déjeuner, je pense que vous ne serez pas d'accord. Déjà, une partie des risques de sécurité auxquels on fait tous face ne sont pas spécifiques du monde des noms de domaine. Tout le monde risque d'être frappé par un rançon logiciel, par exemple. C'est une menace courante, mais ce n'est pas vraiment spécifique au nom de domaine. Donc on va mettre ça de côté. Parmi l'ensemble des menaces opérationnelles qu'il y a aujourd'hui sur les noms de domaine, j'en citerai deux parce qu'elles me paraissent les plus importantes et qu'on a du mal à traiter aujourd'hui. Les attaques par déni de service et les détournements de nom. Dans l'attaque par déni de service, c'est quand l'attaquant vise non pas à prendre le contrôle d'une ressource, mais à l'empêcher de fonctionner à des fins, par exemple, de racket ou à des fins politiques pour dire que c'est lui qui est la plus grosse. Et donc, on voit pour les noms de domaine, par exemple, on bombarde les serveurs de noms faisant autorité jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus à assurer le service normal. Et à ce moment-là, ça va se traduire dans les médias par le site web des impôts est inaccessible, c'est pas un cas réel, mais en fait les médias l'expliquent mal. L'astuce de l'attaquant dans ce cas-là, c'est d'avoir frappé les serveurs de noms. Et comme le disait Alexandre, dans pas mal d'organisations, les noms de domaine sont un peu le parent faible. On va avoir par exemple 3 serveurs web super, des grosses machines dans des data centers différents avec des firewalls super perfectionnés devant, et puis les serveurs de nom, ça va être 2 pauvres machines dans une armoire connectées à la même prise et au même réseau électrique. Et c'est un cas réel rencontré dans pas mal d'organisations, dans pas mal d'entreprises du CAC 40. Donc c'est un cas qui arrive et qui arrive toujours aujourd'hui. Et malheureusement, c'est exploité. Heureusement, de même que beaucoup de défenseurs ne sont pas super compétents et super au courant des menaces, de la même façon, beaucoup d'attaquants ne sont pas super compétents non plus. Il n'y a pas, dans la télé, on a l'impression que tous les attaquants sont des hackers super perfectionnés qui tapent à toute vitesse avec des lettres vertes qui défilent. Mais la réalité est qu'en fait, beaucoup sont médiocres. Et donc, quand ils font une attaque par déni de service, ils matraquent le site web parce que c'est tout ce qu'ils savent faire et c'est tout ce qu'ils connaissent. Malheureusement, il y a des attaquants plus malins, comme le groupe Anonymous Soudan, par exemple, qui est autant soudanais que je suis japonais. Le groupe Anonymous Soudan, qui, il y a 1 an ou 2, a attaqué pas mal de noms de domaine liés à l'État, notamment impôts.gouv.fr, mais pas seulement. Vous savez qu'en matière de cybersécurité, l'attribution est difficile. Donc je mentionne ça parce qu'il y a une semaine, il y a un truc qui prétend être Anonymous Soudan et qui a communiqué et qui communique de manière très différente de la première itération. Donc c'est probablement 2 organisations différentes. N'importe qui peut utiliser n'importe quel nom. Donc ça, les attaques par déni de service, c'est une plaie parce qu'on manque de solutions. On n'a pas vraiment de solution au problème, à part faire le gros dos en attendant que ça passe. C'est pas très satisfaisant. Et l'autre menace importante que je vois, c'est les détournements de noms. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, pour gérer votre nom de domaine, votre compte au bureau d'enregistrement, vous avez mis comme mot de passe le nom de votre chien. Par ailleurs, le nom de votre chien, tout le monde le voit sur Facebook ou sur Instagram. Donc quelqu'un l'essaye, se connecte à votre place, change les informations. Et ça, c'est quelque chose qui est fréquent. Ce n'est pas le seul vecteur d'attaque, le nom du chien, il y en a des tas d'autres. Et une fois que vous avez le contrôle d'un nom de domaine, vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez. Rediriger le site web vers autre chose pour un message politique. Par exemple, c'est ce qui est arrivé il y a quelques mois à cercle.gouv.fr qui a permis aux attaquants de dire « on a piraté le gouvernement français ». Bon, c'était évidemment exagéré, mais enfin, pirater un gouv.fr, c'est quand même embêtant. Ou bien ça peut être des trucs plus cachés, comme par exemple détourner le courrier électronique, ce qui là peut passer inaperçu pendant très longtemps.
certains d'entre vous se souviennent peut-être de la grande attaque fin 2018, début 2019, qui avait fait la une de pas mal de quotidiens, parce que l'ICANN avait fait une conférence de presse un peu sensationnaliste en termes l'infrastructure même de l'Internet est attaquée. Et le premier journaliste qui m'avait contacté là-dessus, c'était l'Est républicain, qui est un journal qui d'habitude ne parle pas tellement des questions cyber. Mais qui là avait fait sa une sur l'attaque. Donc un groupe d'attaquants qui n'ont pas laissé leur carte de visite avait détourné des dizaines de noms de domaines liés à des gouvernements du Moyen-Orient. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ne s'attaquaient qu'au courrier électronique. Donc en gros, ils détournaient le courrier à des fins d'espionnage. Donc ça c'était passé inaperçu pendant des mois. En fait, on ne sait même pas exactement combien de temps. Mais enfin, au moins pendant des mois. Donc voilà les deux principales menaces spécifiques au nom de domaine que je vois actuellement. Alors la seconde, le détournement, par contre, on connaît des solutions. Tout le monde ici a activé l'authentification à 2 facteurs sur son bureau d'enregistrement, par exemple. Qui ne l'a pas fait? Non. Je vais plutôt demander qui l'a qui l'a fait. Une forêt de bras. Ceux qui ne lèvent pas la main, faites-le en sortant. Donc, on connaît des solutions, donc de ne pas utiliser comme mot de passe le nom de son chien, se méfier quand il y a quelqu'un qui appelle en disant je suis le directeur financier, j'ai absolument besoin de changer ça sur le nom de domaine, c'est quoi le mot de passe déjà? Vous savez qu'il faut se méfier, surtout aujourd'hui où l'IA générative permet d'imiter des voix, et ça commence à être de bonne qualité, on peut s'y tromper, activer l'authentification à 2 facteurs, etc. Ne pas avoir le mot de passe qui est partagé par tout le monde dans le service juridique, y compris par le stagiaire, etc. Donc les solutions sont bien connues, mais elles ne sont pas déployées à 100%. Merci Stéphane. Pardon Stéphane, je pense qu'il y a encore une menace par rapport au registraire. Là, je parlais au niveau du registraire en interne, mais il y a aussi nos accès chez les registres, où il y a aussi un accès à un mot de passe, à une identifiant. Il y a des TOTP dans les DFA, le MFA, pardon. Il est activé, il n'est pas tout le temps obligatoire. Donc il y a aussi cette menace-là où on peut, nous, directement être... ça va être un biais pour détourner les domaines. Tout à fait, Soraya a raison, il y a effectivement plusieurs angles d'attaque possibles. Il y a aussi simplement une faille de sécurité au registre, au bureau d'enregistrement. Ça a frappé énormément de registres, pas uniquement en plus des petits registres dans des pays lointains, mais ça a aussi frappé dans des pays plutôt riches. Donc parmi les bonnes pratiques, par exemple, il y a mettre à jour en cas de faille de sécurité dans un logiciel qu'on utilise, au hasard Apache Struts pour ne citer personne, mettre à jour tout de suite quand il y a un patch. Et quand je dis tout de suite, c'est pas on verra lundi, c'est tout de suite. Mais ça, là encore, tout le monde le sait, mais tout le monde ne le fait pas. Patrick ? J'ai une question à laquelle j'aimerais que tu répondes soit par oui, soit par non. Je vais la poser fort comme ça. Et la poser très fort, le plus fort possible. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le nom de domaine est toujours un angle mort de la cybersécurité? Oui, Merci. c'est toujours le cas. C'est souvent le maillon faible. D'où l'intérêt de cette table ronde. Alors, merci pour cet état des lieux, en tout cas cette sélection de sujets. Et on note tout de suite dans les propos de Stéphane que c'est un travail de chacun, en tout cas les gens qui sont aux affaires sur ces questions-là, de mettre en place des bonnes pratiques. C'est-à-dire que toutes les menaces ne sont pas facilement corrigeables, ou en tout cas évitables. En revanche, il y a un certain nombre de décisions à prendre au sein des organisations, que ce soit en termes d'infrastructure ou en termes d'habitudes, qui sont relativement élémentaires et qui feraient progresser considérablement ou qui permettraient d'éviter, on va dire, le plus gros des vulnérabilités qui semblent quand même, quand on t'écoute, relativement grossières. Donc, et pourtant, c'est une réalité du quotidien. Je me tourne vers Sven Holger. Merci de ta présence. Quel est ton sentiment sur justement ce changement de paradigme? C'est-à-dire que au lieu d'être dans la réaction par rapport à des attaques, est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à de la prévention ou de la mise en place de solutions concrètes, techniques, pour sécuriser vraiment les noms de domaine? Oui, ça c'est l'objectif de nous de changer de réaction si un cas arrive, de prévention,
sécuriser le DNS, l'enregistrement des ressources, resource records, dans les zones. Je reviens de ça, mais avant j'ai une petite histoire à partager. À mardi, ou cette semaine, il y avait une autre conférence à Belgrade, c'est le APTLD. APTLD, c'est comme Center, c'est une organisation pour tous les registres de Asian Pacific. Et mardi, j'étais sur une table ronde comme ici, et on a parlé de comment on reconnaît un fake shop. Et c'était aussi de différents niveaux d'infrastructure et légale et tout ça. Et il y avait, c'est un bon exemple pour aujourd'hui aussi. Il y avait un chiffre qui m'a surpris. C'est un chiffre des OCED. Il y a des dommages de 467 milliards dommages pour les produits counterfeit. C'est pas tout sur Internet, c'est quelques pourcents, peut-être 1, 2, 3%. J'ai trouvé dans l'Internet différents nombres. Mais c'est déjà beaucoup. 4 milliards, peut-être 5 milliards de dommages qui sont pour les producteurs et pour les consommateurs finaux, par les fake shops. Et maintenant, on a trouvé que souvent le DNS n'est pas 100% correct et mal configuré. Et c'est possible de détecter un DNS mal configuré ou bon configuré. Après, j'ai au début aussi d'autres nombres trouvés. C'est par exemple si on parle des marques, il y a 80% des domaines qui ne sont pas des marques. Et 7,64 ils sont mal configurés. Ou 15 000 CNAME, c'est on dit aussi subdomaine, mais sous-domaine, mais c'est pas un sous-domaine, c'est une entrée dans la zone, sont mauvaises juste sur Azure, Microsoft Azure. Ils sont pas objectifs. Ils ont supprimé le service, mais le CNAME est toujours là. Ça sont deux exemples. J'ai un autre, c'est 15% des domaines utilisent le record CAA. Ok. Maintenant, notre point de vue est la sécurité, c'est multicouche. C'est pas le DNS qui est la solution pour tous. On a la couche fondamentale. Et c'est les registres, les protocoles et tout ça. Si ça c'est attaqué, on a perdu. L'autre est plus nécessaire. La deuxième couche est la configuration et monitoring. C'est que les entrées, les records on dit en bonne santé. Et ça, c'est notre travail. On a une autre couche, c'est la couche d'éducation et opération de name server. C'est sensibilisation des
registrars ou des clients des entreprises, formation, les bonnes pratiques, et aussi pour comprendre pourquoi c'est important. Et la couche de réaction, c'est incident response, le takedown et les mesures juridiques. Chaque de ces couches renforce les autres. Hein. On a besoin. Maintenant, on a aussi la pression des réglementaires. Il y a par exemple le NIS2 qui rend la responsabilité au registrar. ICANN a dit pour le NIS2, les bonnes pratiques doivent être convenues par le communauté. Il n'y a pas de loi ou pas de règlement officiel. Et pour moi, ça c'est bon. Parce que si quelqu'un fait un règlement sur les ressources récentes, je ne sais pas si ça, si ça aide. Ok, il faut réfléchir. Je trouve souvent un paradoxe. On a trop de confiance à le DNS et on fait souvent une configuration faible et on dit ah le DNS il est sûr, on fait. Mais c'est pas ça. Chaque record est un instrument de sécuriser ou c'est un point d'attaque. C'est un ou l'autre. Et oui, la sécurité, c'est pas un appendice, hein, mais c'est une infrastructure commerciale stratégique. Ok. Maintenant, je viens les enregistrements, c'est un mot dur, hein, des ressources. On a le point de vue, il y a 4 anneaux. Le anneau 1, c'est la défense périmétrique. Ça, c'est la résolution authentique et les sécurités des infrastructures. C'est le record, je dis record, c'est plus facile pour moi. Quad A, SOA, MS, DNSSEC. Ça, c'est comment on fait une infrastructure sécure. Par exemple, on fait des serveurs distribués ou Anycast ou quelque chose. Et il y a aussi des exemples. J'ai pour chaque truc un exemple. Par exemple, en 2016, il y avait DIN qui attaquait par le botnet Mirai. C'était avec beaucoup de produits. Pardon? Oui, sur les IoT. Ok, vous connaissez. Et beaucoup des entreprises étaient attaquées ou étaient plus en ligne comme Twitter, Amazon, Netflix. La prochaine anneau, c'est la sécurité transport. Ça veut dire, on voit ici, si le SSL est correct. On parle ici des records CAA, DANE, TLSA, HTTPS et un autre qui est pas très vieux, c'est SVCB. Et c'est pour sécuriser les
ok, il y a beaucoup d'exemples et des cas, mais maintenant le CAA, par exemple, c'est pour sécuriser que un CA, Certificate Authority, a la permission de mettre un certificat pour moi. Il y avait un très bon exemple, c'est DigiNotar. Dans l'année 2011, un hacker d'Iran a émis 531 certificats pour un domaine qui a juste eu un certificat pour Astérix point quelque chose. Et sans un record CAA, ça veut dire tout le monde est capable de lancer un certificat pour entrer dans le DNS. C'est facile. Et c'était pas bon pour DigiNotar parce qu'après il était comment on dit, bankrupt, j'ai lu. Le troisième anneau, c'est Jean-François qui va parler, je crois, un peu plus tard, mais c'est le contrôle d'identité. C'est par les emails, on parle de SPF, DKIM, DMARC, MX, OpenPGP, SSH, FP, SMIME, IPsec, c'est tout pour identifier quelqu'un par email ou par un accès de quelque chose. Et aussi, très important, c'est les noms de domaine qui n'envoient pas d'email. Ça, c'est aussi une chose qui est souvent oubliée, parce que si on a un domaine qui on a juste registré pour sécuriser le brand, c'est quand même possible d'envoyer des emails. On a besoin, par exemple, d'un record SPF, -11. Ça veut dire de cet domaine, ce n'est pas permis d'envoyer un email. Ou la même chose avec des marques. Et ok, il y a aussi un exemple. Et la dernière, c'est la gouvernance de vos services. C'est CNAME, SRV, TXT, aussi SVPC et HTTPS. On a un bon exemple, il y avait, je ne connais pas le date, mais un exemple c'est un CNAME, j'ai parlé au début, un CNAME qui n'a plus d'objectif. Par exemple, on a un CNAME dans le domaine et on a un service sur un Roku ou je ne sais pas. Après, on a supprimé le service, mais on a oublié de supprimer le CNAME. Ça veut dire que ça existe toujours. Et si on veut attaquer, on regarde le CNAME, on va chez Roku et on enregistre le nom, c'est possible, et on installe un autre service pour construire un fake shop ou un site de phishing ou quelque chose. Et ça, c'est très important. Il faut toujours regarder et monitorer si le DNS, les ressources records sont bons. Ça, c'est le quatrième anneau. Ok. Maintenant, ça veut dire, pour moi, il faut changer un peu le point de vue traditionnel et on a un incident, on fait la détection, on a les réponses et après on fait la récupération. Il faut changer un peu vers une approche préventive. Ça veut dire on fait la prévention, confinement, vérification et adaptation.
hein. Et si on regarde plus le DNS, les Resource Records, par exemple les fake shops, c'est pas possible de supprimer tout, mais on diminue pas mal les fake shops et aussi les mauvaises sites. Il faut créer un écosystème où, par exemple, créer un fake shop est la même effort que créer un shop normal, hein, au niveau de DNS, parce que les fake shops sont souvent mal configurés au niveau de DNS. Et à la fin, c'est très facile de reconnaître si j'ai une bonne configuration de DNS, ça veut dire la probabilité est très haute que c'est un vrai shop ou c'est juste un record A, son DNSSEC, son ta. Hein, peut-être c'est fake ou c'est mauvaise. Alors sur ce point, moi j'ai une question, Oui. peut-être dans la salle aussi, mais si on a un standard, on élève le standard d'une bonne configuration DNS, on va faire la distinction entre le vrai site, de tous les faux sites qui peuvent être créés très facilement avec une mauvaise qualité technique, à la hâte, etc. Mais nous on le sait, la marque va le savoir, mais la marque, c'est pas tellement son problème de le savoir, elle sait quel est son site, elle sait quels sont les faux sites. La problématique c'est comment on fait et qui agit pour que le consommateur n'arrive plus à voir ces sites-là. Ah, c'est clair, c'est pas possible de donner au consommateur la responsabilité de évaluer le record DNS. Exactement. Oui, c'est une responsabilité de registre, peut-être pas, le registrar ou de services indépendants, de donner par exemple un certificat. Ça c'est un bon shop ou ça pas. Ok. Ça c'est possible. Oui. Stéphane, tu as un commentaire à faire sur ce point? Pas du tout. Pas de vision registre. Le problème est difficile. Non, le problème oui, est délicat, je suis d'accord. Mais en fait, l'idée, c'est, on a compris techniquement tout le travail qu'il y avait à faire pour avoir un niveau, on va dire, de sécurité acceptable, bien meilleur que le niveau moyen actuel. Après, il faut que ce niveau soit accessible aussi à chacun d'entre nous en tant qu'utilisateur d'Internet pour naviguer en sécurité. Donc c'est le travail des registrars peut-être, le travail des hébergeurs, le travail d'un écosystème des moteurs de recherche, etc. que de fournir des réponses et d'aiguiller l'internaute vers quelque chose de licite parce que bien configuré versus quelque chose qui est supposé illicite. Donc en fait, on parle d'augmentation des standards, c'est ça la bonne pratique. Oui, par exemple, il y a des certificats de Trusted Shop ou quelque chose. Oui. Hein, et on a besoin aussi d'un certificat de DNS, hein, par exemple. Quel niveau cette shop a au niveau de DNS. Ok. Ça viendra peut-être beaucoup de l'écosystème après des navigateurs, parce qu'on a vu avec HTTPS, où la sanction est tombée quand ils sont mis à discriminer l'affichage vraiment sur le sang. Et les moteurs et le référencement d'ailleurs. Exactement, ouais. Et c'est vrai que souvent la solution elle a été poussée par des gros éditeurs, notamment Apple, par tous et Google aussi avec tout leur écosystème. Quoi. Ok. Donc ça viendra peut-être de là. Je me tourne vers toi Jean-François. Ouais. Sven a évoqué brièvement la problématique autour des entrées DNS, notamment sur tout ce qui a trait à la messagerie. Ouais. Je crois que toi tu travailles dessus depuis très longtemps. Oui, mais je voulais faire un petit zoom là-dessus. Donc pour parler de ce qu'on appelle l'email spoofing, donc en fait c'est le fait d'envoyer un email de votre propre adresse mail. Donc c'est vraiment votre propre adresse. C'est pas avec un typo squatting, une erreur. On parle d'un nom de domaine qui vous appartient pourtant. Pourtant c'est assez simple avec l'email spoofing en fait d'envoyer un email de votre propre adresse sans que vous l'ayez envoyé. Donc ça peut avoir des incidences qui sont quand même très graves. Hein. Imaginez un collaborateur qui vous envoie un email en disant tiens tu peux relire l'appel d'offres pour demain, ouvre la pièce jointe. Vous ouvrez la pièce jointe, c'est l'adresse mail officielle de votre collaborateur, sauf qu'en fait c'est un ransomware et la bataille est lancée. Ça peut être aussi pour des détournements financiers.
quelqu'un qui vous dit, voilà le nouveau RIB de la société, pour vos prochains virements, vous les effectuez sur ce RIB-là. S'il n'y a pas un contre-appel pour vérifier que c'est bien la bonne personne, il peut y avoir cette modification et des détournements financiers importants. Donc pour lutter contre l'email spoofing, il existe des entrées qu'on peut configurer dans le DNS, qu'on a évoqué durant cette matinée, notamment DMARC, SPF, DKIM, qui va vérifier la véracité en fait, du nom. Le principe, en essayant d'être simple, parce que je vois qu'il y a pas mal de juristes aussi dans la salle là-dessus, c'est que l'entrée SPF, vous allez lister toutes les adresses IP qui sont autorisées à envoyer du mail pour vous. Donc ça va être votre hébergeur, ça va être votre logiciel de gestion commerciale par exemple, etc. Donc on va avoir comme ça une liste blanche de toutes les adresses IP qui sont autorisées à envoyer du mail pour vous. Donc ça, c'est un travail d'hygiène qui est quand même bien. C'est bien de savoir les adresses IP qui ont le droit d'envoyer des mails pour vous. Mais ensuite, on va utiliser l'entrée des marques pour savoir qu'est-ce que je dois faire quand il y a une adresse IP qui n'est pas autorisée. Et là, il y a 3 politiques qui sont possibles. Une, je laisse passer. Une autre, je le mets en quarantaine. Et une autre, je le mets en reject. Sachant que j'ai la possibilité aussi de recevoir par mail, en fait, ces tentatives, ces rapports des adresses mail, des courriers qui auraient été envoyés ne respectant pas ces règles-là. Donc, ce protocole-là, il existe depuis très longtemps. Quand on a créé avec Anthony, mon associé ici présent, Solinems en 2016, on en parlait déjà, et on a un petit formulaire sur notre site qui vous permet de vérifier justement l'état de votre nom de domaine par rapport à ces protections des marques SPF et des KIM. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était très en retard. Je me souviens d'une étude qu'on avait relayée où sur les 50 plus grandes banques européennes, seulement 20% d'entre elles, les 50 plus grandes banques européennes, seulement 20% d'entre elles avaient mis ces entrées-là. Depuis, ça bouge un peu, et d'ailleurs l'AFNIC suit le dossier depuis 2023, désormais et produit une étude chaque année là-dessus. Donc en 2023, seulement 7% des .fr avaient une politique des marques, et en 2024, on est passé à 16%, donc une progression, et a priori, après un échange informel dans la soirée sympa d'hier soir, c'est encore en progression sur l'étude à venir, et ça se passe aussi lié à une action d'un grand acteur, notamment donc Google, qui a décidé, surtout pour les gros expéditeurs de mails, donc l'année dernière, ceux qui envoient plus de 5000 mails par jour, que si vous n'aviez pas de politique des marques, vos mails potentiellement n'arrivaient plus aux utilisateurs de Gmail, et Yahoo a aussi cette politique-là. Donc on a un déploiement qui se fait au fur et à mesure sur les noms de domaine donc, qui sont en possession, celui qui a vocation à envoyer du mail pour votre société. Il y a un autre protocole que j'aime bien, je crois que Stéphane il m'aime un peu moins, c'est BIMI. BIMI, ça permet en fait d'afficher votre logo quand vous allez recevoir un email certifié. Donc pour que BIMI soit en place, il faut qu'il y ait une politique des marques qui soit assez stricte, c'est-à-dire qu'il soit soit en quarantaine, soit en reject, mais ça permet d'avoir le logo en fait, de la société quand vous le recevez sur votre smartphone notamment. Et c'est un intérêt donc, pour montrer qu'on a une politique qui est assez importante contre l'usurpation d'identité par mail, mais d'un point de vue marketing, on le voit en faisant des configurations régulièrement pour nos clients, c'est beaucoup aussi de personnes qui envoient des newsletters de façon massive qui vont être intéressées par BIMI, parce que l'utilisateur, en recevant l'email avec le logo, va se rendre compte que c'est comme ça, c'est vraiment le logo officiel, et le jour où il y aura peut-être un email sans le logo, il va se poser la question, peut-être que c'est une fraude, et il y a même des taux de délivrabilité de mail pour les campagnes marketing qui sont plus intéressantes. Donc ça a quand même ce mérite-là. Là, on a parlé des noms de domaine en possession qui ont vocation à envoyer du mail. Mais souvent, dans les portefeuilles de noms de domaine, et notamment les portefeuilles des organisations, vous pouvez avoir beaucoup de noms de domaine qui ont été déposés à titre défensif. Nous, on a solinems.fr, mais on a aussi solinems.com, .net, .org, etc. Mais solinems.org, aujourd'hui, on ne l'utilise pas, à part pour une redirection web, mais on n'utilise absolument pas pour la politique pour envoyer des mails. Là, la recommandation, c'est de mettre en fait dans les entrées SPF, de dire mais il n'y a aucune adresse IP qui est autorisée et je reject par défaut. Parce que je sais que ce nom de domaine, il n'a pas vocation à envoyer du mail. Et s'il y a une tentative, on le récupère en fait avec le rapport mail de cette façon-là.
Donc ça, c'est la sécurité pour les noms de domaine qui sont en possession, mais il y a aussi donc, des noms de domaine qui ne sont pas en possession, qui sont déposés par des tiers, avec les techniques de typo-squatting, de différentes écritures qu'on a pu évoquer durant cette matinée. Pour des tendances qu'on a pu voir quand même sur ces dernières années, voire derniers mois, autour de l'usurpation d'identité par mail, il y avait beaucoup de grandes enseignes, Auchan, Carrefour, Leclerc, etc., qui sont encore victimes, bien entendu, de cybersquatting. Mais on a vu ce cybersquatting de plus en plus se cibler sur l'usurpation d'identité, plus sur le nom de l'enseigne, mais en fait sur les noms des raisons sociales des adhérents en fait, de l'enseigne. Donc le patron du Carrefour de Bordeaux, en fait, il a sa société, a son nom, qui est adhérente de Carrefour. Et là, le cybersquatter va enregistrer en fait le nom de cette raison sociale-là, et en .com ou en .fr. Alors, bien entendu, la recommandation, c'est de faire ses dépôts préventifs au moins en .com ou en .fr, mais l'escroc profite de cette faille-là, et il va utiliser ces mails pour faire l'usurpation d'identité. Et c'est parfois plus compliqué à récupérer, notamment quand c'est en .com, parce que souvent les noms de ces raisons sociales, qui sont le nom de famille de la personne ou une lettre de composition, etc., ne sont pas protégés en tant que marque. Donc par rapport au premier critère UDRP, c'est plus embêtant. Bon, la CIRELI pour le .fr, c'est plus ouvert, heureusement, sur ce point-là. Donc on voit toujours, bien entendu, la sécurité des noms de domaine qui sont en possession, la surveillance des noms de domaine qui sont enregistrés par des tiers, potentiellement du contenu malveillant. Et parmi les noms de domaine en possession, mais il y en a parfois certains qui étaient à vous et qui ne sont plus à vous parce qu'ils ont expiré. Alors je sais que le thème des noms de domaine expirés intéresse beaucoup au NDD Camp, notamment sur le public SEO qui est intéressé pour récupérer l'historique et notamment le trafic Internet qu'on peut avoir et les métriques de référencement, notamment les trust flows ou les domaines référents sur les noms de domaine expirés, mais ça pose des vrais problèmes de sécurité pour les sociétés. Alors, les sociétés qui veulent récupérer leurs noms de marque qui ont été cybersquattés peuvent utiliser les systèmes de backorder. Ça peut être une alternative assez intéressante et parfois moins coûteuse qu'une UDRP. Concrètement, j'avais un fake shop ou j'avais un site de phishing, j'arrive à le faire, à mettre en place un takedown et le nom de domaine est suspendu. Plutôt que faire une UDRP pour le récupérer, je vais mettre en place un backorder et le récupérer quand il va être laissé expirer. Donc sur les acteurs qui existent au niveau du backorder, les deux principaux qu'on peut citer au niveau du .com, c'est Dropcatch et Snapnames, ce sont donc les plus grosses parts de marché. Sur le marché du .fr, c'est un petit peu plus spécifique. Il y a un hacker historique qui est ici avec Kifdom, qui est très concentré sur le .fr. Il y a un autre acteur aussi qui est implanté depuis un petit moment, qui s'appelle WebExpire, qui était auparavant DomExpire. Et cette année, il y a un nouvel acteur qui est arrivé, qui s'appelle BloomUp. Donc il y a beaucoup de licences FRrush pour essayer de récupérer aussi comme ça beaucoup de .fr. Nous, ce qu'on fait quand on a des demandes de récupération de nom de domaine comme ça, comprenant des marques en backorder, c'est qu'on va utiliser ces différents fournisseurs pour essayer de les récupérer de cette façon-là. Mais il est clair qu'aujourd'hui, un nom de domaine qui serait retombé dans le domaine public, qui supportait les mails, par exemple, d'une société, s'il est repris par un tiers de façon malveillante, il peut réactiver les messageries, éventuellement les accès aux réseaux sociaux qui étaient utilisés avec ces éléments-là. Les potentielles fraudes sont quand même très, très importantes et il convient de bien sécuriser ces noms de domaine expirés. Le registre belge avait fait une campagne de communication sur les bonnes conditions pour abandonner un nom de domaine. Dans quel cas je pouvais bien le faire, c'est-à-dire je m'assure que mon nom de domaine n'y ait vraiment plus aucune métrique en termes de référencement, qu'il n'y a plus personne qui a l'adresse des mails, mais on se rend compte que ça c'est des étapes qui peuvent durer quand même beaucoup plus d'années. Donc la recommandation, c'est qu'un nom de domaine que vous avez utilisé par le passé, il ne faut pas l'abandonner, clairement. Merci Jean-François. Juste un tout petit commentaire par rapport à l'exemple que tu citais sur le ciblage des dénominations sociales dans les groupes. J'ai été désigné dans une Parle Expert il y a quelques mois. J'ai d'ailleurs invité la FNIC à en faire un cas d'école lors de la prochaine rencontre des réunions des experts à la fin du mois, je crois. C'est le 25 septembre. En fait, il s'agissait d'un cas, alors la décision est publique, c'est très facile à lire si jamais ça vous intéresse. En fait, il s'agissait d'un nom de domaine csf-sas.fr qui était revendiqué par Carrefour, enfin par le groupe Carrefour,
en indiquant que c'était une des sociétés. Simplement, effectivement, comme tu l'as dit très justement, c'était alors une dénomination sociale. On sait que sous l'empire du Code des postes et communications électroniques, on peut effectivement revendiquer la récupération d'un nom, en tout cas le transfert forcé d'un nom de domaine, qui serait l'imitation ou la reproduction d'une dénomination sociale. En l'occurrence, la difficulté, c'est qu'on était face à une dénomination sociale courte. Et dans ces cas-là, la recommandation qu'on peut faire, et en fait c'est pour ça que je me permets de prendre la parole, c'est que il faut absolument motiver les requêtes, motiver les demandes. Quand vous avez un nom de domaine que vous réclamez, effectivement cette société CSF de Carrefour, elle était organisée sous forme de SAS, donc il y avait une sorte de cohérence par rapport à la demande. Néanmoins, et là je m'adresse plutôt aux juristes, c'était quelque chose qui s'apparente à un acronyme. C'est-à-dire qu'en fait, CSF, si on va chercher dans les répertoires des sociétés, le registre du commerce en France, vous en avez des dizaines de sociétés CSF. Donc à un moment donné, la difficulté, c'est de penser qu'à partir du moment où on dépose une demande de transfert, une plainte, automatiquement, parce que c'est l'identité stricte de la société que je représente, eh ben, je vais obtenir un transfert. C'est dans certains cas un petit peu plus compliqué que ça. Dans la table ronde précédente, on a évoqué la question de la notoriété. Moi, j'aurais bien aimé entendre parler de distinctivité aussi. Et là, typiquement, on est dans un cas très particulier où on a un mot court. Et ce mot court, il n'est pas le monopole de Carrefour. Il n'était pas le monopole de Carrefour. Alors, c'est jamais très agréable, surtout quand il y a une potentialité de phishing, par exemple, ou de détournement du nom de domaine pour faire du mail. Mais c'était pas non plus démontré dans ce cas-là. Donc il n'y avait pas de pièce établissant que ce nom avait été utilisé comme support de mail. Et il n'y avait surtout pas d'argumentaire pour dire c'est bien nous qui sommes ciblés par ce dépôt. Et à un moment donné, il faut préparer les cas, et donc là je m'adresse aux juristes ou au conseil, préparer vos plaintes et motiver les plaintes. C'est pas aux experts d'aller faire le boulot de démonstration que effectivement c'est le requérant qui a été visé par ce dépôt de nom de domaine. Parenthèse fermée. Le conseil de Carrefour n'était pas très bon sur ce coup-là. Alors, je citerai ni nom, ni rien du tout, c'est pas de bol. Non mais, je veux dire, c'est des sociétés qui engagent des dizaines et des dizaines de plaintes par an, qui réussissent dans 95 ou 97 ou 98% des cas. Après, il faut accepter l'idée que toutes les plaintes ne sont pas identiques, toutes les situations ne sont pas identiques, et là, typiquement, ce cas des acronymes est très intéressant, surtout dans une procédure où, justement, on ouvre. C'est un cas d'ouverture de la procédure, autre que marque, dénomination sociale, non commerciale, enseigne. Ça, en UDRP, ça n'existe même pas. C'est-à-dire que si on n'a pas de marque, on n'y va pas. Et il faut savoir qu'effectivement, comme tu le disais très justement, ces noms de filiales sont peu protégés à titre de marque, parce qu'on est dans une période où, on va dire, on rationalise les portefeuilles, on ne va pas déposer des marques commerciales pour des dénominations qui sont opérationnelles et qui ne font pas de commerce. Parenthèse fermée, et je me tourne maintenant vers toi Gaël, tu vas nous dire quelques mots alors d'actualité, tu vas enchaîner sur les expis notamment. Parce que c'est pour sensibiliser plus le public juridique que éditeur web, SEO qui est bien au courant de ça. En fait, il y a une grosse nouveauté en termes de monétisation, c'est l'utilisation de Discover. Discover, c'est cette régie que vous avez sur vos portables, un peu à la TikTok, vous êtes submergé d'actu qui veulent être des actus en fait clairement tendance, donc très putaclic pour le dire clairement. Et en fait, le but du jeu maintenant pour pas mal d'éditeurs web, c'est de se positionner sur Discover. Donc parce que positionnement en masse sur les téléphones et gros trafic, donc grosse monétisation. Et la particularité, c'est que pour réussir à faire un gros trafic et à remonter assez rapidement, la mode depuis quelques années, mais qui a pris une tournure un peu plus dramatique ces 6 derniers mois, c'est de réactiver des noms de domaine déjà enregistrés, parce que on récupère l'historique, on récupère du jus, SEO, et le nom de domaine que je ressuscite, il me permet de réapparaître assez rapidement sur Discover. Donc le but, c'est que j'ai un support qui est le nom de domaine, je le réactive en choisissant des noms de domaine expirés. Ensuite, la deuxième partie, c'est le contenu que je vais mettre dessus. Et c'est là où on a un problème, c'est que jusqu'ici, on avait du contenu qui est massivement, voire exclusivement généré par IA, avec comment apparaît mon tracteur tondeuse, les 10 meilleurs micro-ondes du moment, etc. etc. Et on a notamment un éditeur web qui est bien connu de la communauté,
qui est parti sur le trash et la diffamation en fait, et le dénigrement quasiment assumé. Donc j'ai un cas client que je ne pourrais pas évoquer parce que l'affaire est en cours, mais je peux évoquer un cas qui a été notamment relayé par la presse régionale. Donc Promode a fait l'objet d'un faux article à travers Discover par un ancien site d'une pizzeria. Donc pizzeria qui existe toujours aujourd'hui, qui a simplement perdu son nom de domaine qui a été récupéré, qui est utilisé pour créer un espèce de média avec une rédaction très active parce qu'on parle de 300 articles par jour et qui pop sur Discover. Donc les gens en fait voient ça et notamment une grosse communauté Facebook qui suit Promode a jeté l'article un peu en pâture sur le groupe Facebook. Donc ça a été une légitimité en disant bah regardez j'ai trouvé ça sur un site de médias, même si le nom de domaine ça correspondait à une pizzeria, ça a été repris. Promode s'est retrouvé à faire une communication de crise, à assurer un service client en fait avec des gens, des appels au magasin, etc. etc. Et en fait on a eu le cas également avec une ancienne école de conduite qui a été Mika Conduite, qui a été visée par en fait le même réseau. Et en fait là moi j'ai eu un cas très récent avec la grande distribution où on était sur des articles, les produits sont maquillés avec du vernis toxique, la farine premier prix est faite à base de farine animale, on n'avait que des choses comme ça. Et je pense que ça c'est une menace qu'on est amené à voir en fait de plus en plus au cours des prochains mois. Je mets vraiment pas tout l'univers Discover français dans le même panier parce que sur une trentaine de gros acteurs, je sais qu'il y en a une poignée qui franchit cette ligne-là, mais voilà, je voulais profiter aussi de l'année des camps pour sensibiliser sur cette pratique qui est très récente et qui, je pense malheureusement, va exposer des marques dans les prochains mois, prochaines semaines ou peut-être même déjà en cours. Je sais qu'il y a eu notamment pas mal Lidl et Intermarché qui étaient ciblés par ça, donc voilà. Et je voulais en profiter. Ouais. Non, mais après, c'est vrai que par rapport, je vois pas mal de têtes et SEO, c'est vrai qu'eux, ils connaissent Discover depuis de très nombreuses années. Ce que tu as vraiment constaté, c'est qu'ils ont basculé dans le trash sur certains d'entre eux, vraiment sans aucune limite. Déjà, c'était pas terrible auparavant, notamment sur les personnalités, mais là, il y a plus de limite. Ouais, puis c'est un nouveau cas d'usage sur les expirés. Avant, pour les titulaires de marque, on va pas se mentir, ça a toujours été un peu compliqué le sujet des noms de domaine expirés, assez mal apprécié d'un point de vue marque parce que c'était souvent leur propre marque qui était concernée. Là, c'est indirectement, en fait, ils se retrouvent ciblés par l'intermédiaire des noms de domaine expirés sans que ça reprenne forcément leur marque. Et après, du coup, c'est par rapport au sujet que tu évoquais, je pense que la première table ronde était focus sur le danger externe, mais le sujet des noms de domaine expirés reprend aussi le problème des internes, qui est souvent un petit peu sous-évalué. Alors je ne suis pas technicien, mais rappelle quand même des bonnes pratiques. Le domaine c'est un actif numérique, à ce titre-là on doit mettre en place toutes les mesures de protection, que ce soit l'environnement software qui est à jour, et aussi d'un point de vue organisationnel, ne serait-ce qu'identifier son portefeuille. Aujourd'hui, moi je me retrouve encore avec beaucoup de clients des grandes marques qui ont du mal à avoir une visibilité claire sur l'intégralité de leur portefeuille parce qu'il y a plusieurs filiales, il y a plusieurs donneurs d'ordre. Ça entraîne des problématiques de shadow IT. Donc on a une filiale qui sort du process habituel de dépôt d'un nom de domaine pour réserver et je me retrouve exposé. Donc ça c'est un premier danger en fait, tout simplement de ne pas savoir notre périmètre de portefeuille parce qu'en plus de ça, ça ralentit la détection. Je me retrouve dans des cas où on est en train de voir un domaine qui est déposé de façon très bizarre aux États-Unis. Le temps que la marque arrive à retrouver quelle est l'entité concernée, etc., parce qu'elle n'a pas de base de nom de domaine identifiée, on perd, c'est du temps en fait sur l'action qu'on perd. Ouais, tu as tout à fait raison. Et alors du coup, a fortiori de nos jours, on a évoqué tout à l'heure la problématique du WIZ. Aujourd'hui, quand on surveille des marques sur Internet et qu'on voit apparaître des dépôts de nom de domaine qui peuvent paraître à première vue suspects, ou du moins ils n'ont pas été demandés par le client, on n'a pas de certitude sur le fait que ce dépôt soit légitime ou illégitime puisqu'on a par essence un anonymat généralisé. Alors, on a entendu tout à l'heure Marie-Emmanuelle nous rappeler à quel point l'interprétation des textes était abusive, mais c'est même plus le problème. En fait, la réalité c'est ça, c'est-à-dire que nous on a fait des procédures, on est allé en procédure pour des clients parce qu'on avait identifié des noms de domaine qui étaient louches. On a fait le tour du client, on a demandé à ce qu'il y ait une circularisation de l'information en disant est-ce que ça vient de chez vous, ça revient en disant ça vient pas de chez nous, on fait de procédure, levée d'anonymat évidemment automatique dans les 24-48 heures après dépôt de plainte,
Et là, on s'aperçoit que ça vient de chez le client. Et même récemment, on a des Cirelli qui vont jusqu'au bout vis-à-dire d'intermédiaires techniques qui disent nous depuis le départ, en fait, on leur a dit que c'était nous, on est OK pour le transférer, ça va jusqu'au bout. Donc c'est une perte de temps. Et... En fait, ce que tu pardon. Pierre. Oui, alors d'une phrase, en fait, c'est une forme de conclusion de tout ça, c'est que en réalité aujourd'hui, il y a encore trop peu d'organisations qui ont développé ce réflexe et cette bonne pratique de mettre en place des politiques de nommage. Ce que tu disais c'est vrai par rapport aux expis, c'est vrai par rapport à la visibilité périphérique du portefeuille. C'est des trucs qu'on enseigne à la fac depuis 20 ans et on s'aperçoit que les gens dans les entreprises ou les institutions n'ont toujours pas mis en place cette vraie centralisation. Donc quand tu es une PME, ça va à peu près, encore que. Quand tu es un groupe international avec des filiales, avec une certaine autonomie de certaines entreprises, et puis une sensibilité différente. Parfois, les Américains, typiquement, il y a un nouveau produit, bim, on dépose 300 noms. Alors que dans la politique de nommage en Europe, la maison mère a dit il y a une politique très claire sur le radical, sur les extensions, en fonction du niveau stratégique du produit, etc. etc. Donc là, il y a un vrai sujet. Et tout ce qu'on s'est dit là depuis une heure m'amène une réflexion. C'est qu'il faut rajouter des chapitres entiers dans la politique de nommage sur les préventions techniques et l'éducation. Alors le problème c'est que nous, nos interlocuteurs sont souvent plutôt des juristes, mais en fait c'est une problématique transversale, le nom de domaine. C'est du marketing, c'est de la com, c'est du juridique. Il faut parler à tout le monde, et sur cette histoire de bonne pratique, best practice sur la configuration de DNS, par exemple, on a beaucoup de travail à faire, d'évangélisation encore, qui vient s'ajouter à un travail qui n'a jamais véritablement été achevé, puisqu'on voit encore que, comme disait Gaël, il y a des portefeuilles qui ne sont pas centralisés en 2025. Donc, Pierre, excuse-moi d'avoir pris... Non, mais je prie, juste pour rebondir sur ce que vous disiez là, ça illustre l'importance, aussi, notamment ce que disait Alexandre, d'enregistrer comme personne morale quand on est une personne morale. Il y a quelques extensions qu'on pourrait faire qui continuent contre des interprétations très abusives du RGPD de publier les données des personnes morales. Et il y a quand même un certain nombre de personnes morales qui disent mais quand même on va se mettre en anonyme, etc. C'est se tirer de maintenant pied. Parce que précisément, si ces personnes morales veulent protéger leurs actifs, il faut que les gens qui sont chargés de protéger leurs actifs puissent vérifier très rapidement que c'est bien la personne morale qui a enregistré. Ça c'est vraiment un point qu'il faut rappeler parce que on voit aussi, nous, de notre côté, qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se mettent en individuel, pour des raisons qui nous échappent. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui, au sein de l'entreprise, l'enregistre à son propre nom et dit donc je suis un individu, donc je le mets en... Mais ça, c'est vraiment un sujet. Et puis ce que vous évoquez sur le Gaël, c'est un nouvel avatar de quelque chose dont il faut que, de mon point de vue, tous les gens qui sont impliqués dans la protection de la propriété intellectuelle se rendent compte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément, et d'ailleurs de moins en moins, de lien entre le contenu du nom de domaine et la contrefaçon. On peut toujours, évidemment, considérer que Louboutin pas cher, c'est suspect. C'est cher, les Louboutins. Bon. Mais ça fait des années, et c'est pas à nouveau, que on utilise des noms de domaine qui ont un jus SEO, qu'on les enregistre, qui avant étaient des recettes de clafoutis, et que suivis par 500 000 personnes, et qu'on se dit sur les 500 000, il y en a bien d'autres qui vont se dire pendant que j'y suis, je vais acheter des Louboutins pas chers. Donc, c'est cet avatar qu'on a avec Discover, en fait, il existe dans la contrefaçon de marque et dans les fake webshops depuis au moins 10 ans. Et c'est vraiment important d'en être conscient parce que ça relativise aussi toute une pression qui a sur la domaine autour de la protection des strings de marque. Bon, alors c'est peut-être intéressant, mais ça continuera à ne représenter qu'une toute petite partie du problème. Et donc, là où je trouve qu'on a des sujets qui peut-être redoublent aussi sur ce que disait Stéphane en début de session, c'est que
ces sujets de détournement de nom de domaine, alors là, Stéphane évoquait des détournements qui étaient des détournements vraiment, avec des vols d'identifiants, etc., etc. Mais ces sujets de détournement de nom de domaine, en fait, doivent être posés de mon point de vue, et je m'arrêterai là, j'aime bien avoir votre avis là-dessus, beaucoup plus en curatif qu'en préventif. On est toujours sur une culture de préventif en disant il faudrait interdire l'enregistrement de ce truc-là, il faudrait vérifier en amont, etc., etc. En fait, le sujet, c'est probablement comment est-ce qu'on fait collectivement comme une industrie, ou comme un secteur, pour être capable d'être beaucoup plus réactif quand on a tous les éléments qui sont au vert ou au rouge, nous disant ce nom de domaine est détourné. Et ça, on le voit dans NIS 2 aujourd'hui, on le voit dans un certain nombre de corpus législatifs en cours, que c'est toujours pas à la mode. On est toujours sur du préventif. Et tant qu'on sera sur du préventif, en fait, les escrocs trouveront une excuse, trouveront un moyen pour faire autre chose et pour détourner le préventif. Alors que si nous, on voit, preuve à l'appui, qu'un nom de domaine est utilisé soit pour propager des fausses informations, soit pour faire de la contrefaçon de marque, soit etc., etc., etc. Aujourd'hui, il y a assez peu de réflexion sur les outils à mettre en œuvre au niveau des registres et au niveau des bureaux d'enregistrement pour réagir rapidement. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et je pense que là-dessus, on a une vraie marge de progrès. Et tant qu'elle ne sera pas exploitée, on sera débordé et on continuera à dire que c'est la jungle. Il y a une volonté de ce côté-là, de la part justement des acteurs que tu cites, les registrars, les registres. Dans la précédente table ronde, on évoquait avec un joli euphémisme la paresse des intermédiaires techniques. Bon, j'entends, hein, pourquoi pas. On a parlé de paresse en matière d'anonymat du WIS. Pour moi, c'est tout sauf de la paresse. C'est un texte mal rédigé au départ. Hein. C'est l'aspect temporaire de l'ICANN qui est juste fait avec les pieds. Un texte pas lu. Mais après, c'est facile d'appliquer, effectivement, de mettre un couvercle global. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, ce curatif-là, au niveau des communautés, on va dire des acteurs, des intermédiaires techniques, comme on dit nous dans le domaine juridique, est-ce qu'il y a une inclination pour avancer sur ce point? Je pense qu'il y a une vraie volonté. Alors après, il y a plusieurs acteurs. Il y en a toujours, deux ou trois qui ne veulent pas le savoir, qui ne veulent pas développer de mécanismes internes, qui se disent, moi, quand je peux m'en sortir, voilà. Mais globalement, il y a une volonté. Par contre, il y a une volonté de clarté. Et il y a deux écueils aujourd'hui, depuis longtemps, hein, je pense que les intermédiaires techniques ne veulent pas être dans la situation où c'est eux qui décident et c'est eux qui veillent. Voilà, donc ça c'est un des vrais sujets qu'il y a. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est entre préventif et curatif. Hein. Si on est entre préventif, ce serait donc aux acteurs techniques de dire ça va être problématique, donc je l'interdis. Donc il y a ce sujet-là. On ne veut pas être ceux qui... Le juge du net, en fait. Parce qu'on sait très bien qu'on n'y arrivera pas plus que quelqu'un d'autre, mais comme on nous dira que c'est notre responsabilité, on sera engueulé du matin au soir, donc on n'a pas envie de ça. Voilà. Et on veut qu'il y ait des critères suffisamment clairs pour limiter au maximum le risque, quand on prend cette décision-là malgré tout, d'être mis en cause par quelqu'un sur un faux positif. Le premier, c'est presque un problème de principe, quoi. C'est ne nous demandez pas d'être les censeurs du net, surtout a priori, c'est très compliqué. Bon. Et le deuxième, mais ça se discute et ça se négocie. C'est pas. Je pense qu'il y a chez les registres et chez les grands registrars, tout ce qui est critères objectifs, etc., ça permettra de prendre dans les mailles du filet plus de choses, pas toutes les choses, et il y a certainement une volonté d'aller de l'avant là-dessus. Je suis assez persuadé. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alexandre, Gaël, pour venir sur les propos de Pierre, ce qui se passe au niveau de l'ICANN, que j'ai longtemps critiqué, notamment parce qu'il s'est passé au RGPD
Et à partir du 25 mai 2018 sur les données WIS, là au cours des dernières années, notamment le 5 avril 2024, il y a une refonte du contrat d'accréditation à la fois registre mais également registrar, ça a vraiment changé la donne. Donc pour tout ce qui est dans l'écosystème ICANN, GTLD, New GTLD, mais on a une team Abuse et Compliance qui est en train de, je trouve, changer la donne parce que en fait au lendemain du 5 avril 2024, quand des nouvelles règles en fait ont été mises pour renforcer le traitement des abuses et surtout pour responsabiliser les registrars et les registres, ils ont directement placé sous surveillance le top 5 des TLD qui étaient le plus abusés, donc notamment le point top qui est un registre qui fait l'objet d'un audit ICANN par rapport à ces problématiques de réponse aux abuses. Et là récemment cet été on voit Webnik CC qui lui aussi a fait l'objet d'un audit et en fait la compliance team, donc c'est assez intéressant l'ICANN si on arrive à retrouver les liens dans le labyrinthe d'infos, mais en fait la compliance team précise très clairement, c'est dit que les vérifications vont être faites sur ce sujet-là auprès de tous les de tous les registrars dans le cadre des audits triennales. Parce que ça, quand on est accrédité à ICANN, en fait tous les 3 ans, on est quasiment sûr de repasser sur un round d'audit. Et en fait sur la question de la gestion des abuses, pour l'avoir vécu en interne quand j'étais chez un registrar, c'est quand même assez cow-boy. L'ICANN arrive avec une liste de noms de domaine et nous demande absolument tous les tenants, aboutissants, instructions, renouvellement, échange client à ce sujet-là. Et ça pourrait peut-être, je pense, changer la donne. En tout cas, ça se durcit. Et moi, je le vois après sur des cas où je bloque vis-à-vis de certains registres ou registrars par rapport à des demandes que je fais et qui me semblent fondées sur l'abuse. J'arrive à escalader par la compliance team et d'avoir, in fine, de débloquer. Donc le rôle extrêmement passif de l'ICANN sur ces sujets-là est en train de changer, et plutôt dans le bon sens pour nous, pour les marques. Donc c'est on va dire un effet vertueux du prochain round, j'imagine. C'est-à-dire que pour assurer d'une certaine manière le succès de ce prochain round, il faut déjà montrer que les registres qui ont vu le jour en 2012 et dans les années qu'on suit 2012, tu parlais du point top, c'en est un, il y en a eu d'autres, sont clean, quoi. Et donc je trouve que l'ICANN se met en marche à un bon moment, mais aussi connaît son intérêt dans cette histoire. Donc c'est une bonne chose. Moi j'ai 2 bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on est à l'heure, il est 12h29 pour 12h30. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que le repas est servi de l'autre côté de cette porte. Donc je pense qu'on peut remercier votre attention, vos questions et notre panel. Merci beaucoup. Merci messieurs. Bravo. Mais il est varié en termes de discours. Votre travail, même s'il y a des mails qui ne sont pas arrivés à temps, et apparemment c'est moi qui oui, c'est ça. J'ai envoyé depuis mardi soir, il y avait ce texte, et Gaël aussi a répondu dessus. Oui. Ah, donc j'étais le seul à pas voir. Je vous ai vu du coup hier, je ne revenais jamais avec un plan global, j'avais vu en quel boulot il faisait ça, j'avais répondu en disant qu'il manquait plein de production. Bref, voilà, ça c'est pas vu. Enfin, je crois pas. J'espère que je ne fais pas. Ah non, je l'ai dit hier soir, je parle beaucoup mieux français que nous. Extraordinaire. C'est extraordinaire.
Mais souvent c'est juste ce qui est live. En fait, c'est pas. Il y a deux arguments qui sont donnés en force. La vraie raison, c'est que les marques ensuite ça apparaît ici. Vous êtes tout seul, mais pas de temps. Oui, en 94, c'est pas grave, ça va et en fait, ils ont enlevé les points parce que ça passe pas. Enfin, la il y a des notifications à la donation, ça va vraiment Ah oui, oui, ah ouais, non, ça va être parce que c'est pas le mec qui vient de payer, ça a été la mauvaise fenêtre. c'est aussi. En fait, on a, c'est un groupe Ah ouais. Par contre, ce que j'ai pas tellement sachant que il peut y avoir des logos avec le même diminution et actuellement on s'appelle dans le web que c'est et en fait, ils renouvellent ça et la fausse page web par exemple avec le logo, donc les gens y croient. Et au contraire, en cybersécurité, on essaye de dire aux utilisateurs ne vous fiez pas aux éléments graphiques, c'est ça, ou alors